Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui pour moi est très important, qui revient régulièrement aussi. C'est un peu comme les enjeux qu'on a vus il y a quelques semaines. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans les manuscrits que je peux bêta-lire quand j'accompagne les auteurs sur leur projet de roman. Et un petit peu comme les enjeux, des fois c'est quelque chose auquel on réfléchit pas forcément en amont. Des fois c'est quelque chose qui nous vient naturellement et du coup ça peut donner des manuscrits, des romans où le positionnement en termes de point de vue est flou et ça peut nous sortir de notre lecture. Et c'est des choses des fois voilà où je vois souvent par exemple des glissements de point de vue c'est très subtil, hein, on va en parler dans la vidéo, mais c'est très facile quand on n'a pas vraiment défini, enfin quand on l'a pas vraiment en tête et qu'on le fait naturellement, on peut très facilement glisser d'un point de vue à l'autre et des fois ça se joue juste sur quelques mots. Et déjà, il faut vraiment ne pas voir le point de vue, la gestion de point de vue comme un gadget narratif. Pour moi, ce serait pas juste se demander, bah tiens, est-ce que j'écris ce roman à la première personne ou à la troisième personne. C'est presque, j'ai envie de dire une arme, j'ai pas un peu cet état d'esprit de guerrier et de guerrière, mais c'est quelque chose en fait qui va avoir une importance dans votre récit et dans l'impact que votre histoire va avoir sur vos lecteurs ou vos lectrices. C'est comme si vous étiez réalisateur, alors j'ai pas les termes techniques, hein, je suis pas une spécialiste du monde ciné, voilà, mais c'est comme si vous choisissez un peu l'angle de vue, la caméra que vous allez braquer sur vos personnages. Si d'un coup vous la bougez sans prévenir, si d'un coup vous faites un zoom un peu inapproprié, vous pouvez tuer un peu cette tension narrative d'une scène en particulier. Et le point de vue dans un roman, c'est un petit peu la même chose. C'est le corps narratif en fait de votre histoire. Et mal le gérer, mal le doser, ça peut justement, comme je vous disais, sortir le lecteur ou la lectrice de votre histoire. Et ça peut être un petit peu fatal selon voilà comment c'est fait. Des fois ça peut être très subtil et on s'en rend pas compte même à la lecture. Mais quand c'est trop souvent et que c'est trop perturbant ou trop flou, ça peut vraiment gâcher une histoire en fait. Et donc comme je vous disais, en fait le choix du point de vue, ça devrait pas être juste un gadget ou un choix fait au hasard ou au feeling, parce que je sais que des fois on a une préférence pour la première personne, pour la troisième personne, après on parle aussi de narration interne ou externe. Des fois il faudrait peut-être le réfléchir au-delà que juste une préférence personnelle. Je sais, hein, des fois il y a des gens qui ont un rejet total par exemple de la première personne, après ça peut être propre à vous et du coup vous allez peut-être écrire que des récits à la troisième personne, mais il faut que ça soit conscient et que ça soit vraiment réfléchi pour votre histoire. Parce que le choix du point de vue, en fait, ça va aussi répondre à des questions de qui vit l'histoire, depuis quel endroit, depuis quel angle de vue et dans quel état émotionnel. Parce que aussi, selon le point de vue que vous allez choisir, vous allez pouvoir vous permettre de montrer des choses, de cacher des choses, de gérer le mystère de différentes façons. Vous pouvez pas, en fait, le lecteur, il a pas forcément envie de lire tout, de savoir tout, et justement, la gestion de la tension narrative, elle se joue aussi à travers le choix du point de vue. Donc le choix du point de vue n'est pas anodin. Par exemple, je l'ai sorti, alors après c'est peut-être à discuter, je sais pas, c'est peut-être à débattre, si vous avez un avis là-dessus dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais par exemple, j'avais dit une fois à une autrice en bêta lecture, j'aurais du mal à voir par exemple un point de vue omniscient sur un roman policier, parce que pour moi, une narration omnisciente, le lecteur est censé avoir accès à toutes les informations et tout savoir. Donc dans un roman où on est censé créer du mystère, enquêter sur des indices pour découvrir un coupable, je sais pas si c'est le plus pertinent. Après, il y a peut-être des exceptions, je dis peut-être une bêtise, mais c'est juste pour vous illustrer que des fois, selon le genre du roman, selon ce que vous allez vouloir écrire comme thème ou autre, il y a peut-être des fois des points de vue qui sont plus intéressants que d'autres. Bref, je pars un petit peu dans tous les sens, on va essayer de se structurer, j'ai un script sous les yeux, à la base. On va commencer déjà, c'est quoi en fait le point de vue, de quoi on parle? Et le point de vue, c'est juste en fait, juste entre guillemets, c'est pas si simple que ça, mais qui raconte, en fait, c'est juste de décider de qui va raconter l'histoire au lecteur. Donc, qui perçoit la scène? Est-ce que c'est directement le personnage ou un narrateur externe à l'histoire? À quel moment? Donc là, on va parler du temps du récit. Est-ce que c'est écrit au présent ou au passé? Est-ce qu'on vit l'histoire à l'instant T ou est-ce qu'on nous la raconte après coup? Et quel est notre niveau d'accès à l'état intérieur de nos personnages? Est-ce qu'on peut avoir accès à toutes leurs pensées et leurs émotions, ou est-ce qu'on est peut-être sur quelque chose de plus externe et donc on n'a pas forcément toutes les informations? Mais en tout cas, voilà, vraiment, le point de vue, c'est une
position, une posture narrative, plus un positionnement sur la profondeur d'accès à l'intériorité de vos personnages. Et donc c'est pas juste une question de écrire à la première personne ou à la 13e personne, c'est aussi définir le point de vue. Alors si vous écrivez à la première personne, forcément ça va être un point de vue interne, donc vous allez vous retrouver dans la peau d'un personnage bien défini, et vous pourrez pas avoir accès aux pensées et aux émotions des autres, ou alors un accès limité, c'est-à-dire que si vous écrivez dans la tête de Jeanne, elle peut pas dire ah oui, un tel il est en colère, à part si dans le comportement de la personne on devine qu'il est en colère. On peut pas avoir accès aux pensées des autres, vous voyez, des fois c'est subtil dans l'écriture. Ou alors j'ai eu le cas il y a pas longtemps en bêta lecture d'une autrice qui commence la scène du point de vue d'un garde qui rentre dans la chambre du roi pour annoncer une information, et là d'un coup on a accès pour moi en fait la promesse c'était narration interne, donc du point de vue du garde, et d'un coup on bascule sur les pensées, les ressentis du roi, donc je me dis bon pourquoi pas, mais vu qu'à la base on pense caméra, donc la caméra est sur le garde qui annonce quelque chose au roi, puis ensuite le garde sort de la chambre et on reste avec le roi. Donc techniquement si on est sur la caméra garde, on est censé suivre cette caméra. Ou alors il faut annoncer le changement de point de vue d'un point de vue très, enfin de façon très claire dans le texte. Ça on le verra peut-être plus tard. Mais en fait vraiment c'est pas juste se contenter de dire je ou il, c'est aussi une promesse que vous faites implicite, c'est un accord tacite avec le lecteur, et si vous rompez cette promesse, justement c'est ça qui fait ça va nous sortir des fois de notre lecture. Et donc c'est pas juste quelque chose d'esthétique, c'est ce qui va conditionner votre lecteur ou votre lectrice à vivre les scènes, mais à vivre votre histoire en fait. Et du coup, je m'éparpille un peu, donc j'ai un petit peu anticipé sur mon programme. Il y a en général, on dit 3 types de points de vue. Il y a le point de vue, donc la narration omnisciente, et ça va être un peu, moi je l'appelle la narration Dieu en fait, ou déesse. Voilà, c'est un peu le narrateur tout puissant qui peut se permettre d'aller dans toutes les têtes, tout voir et tout savoir. Aujourd'hui, je suis pas sûre que ça se fasse encore beaucoup. Ça m'est arrivé là dans certaines de mes dernières lectures de tomber sur de la narration omnisciente. Maintenant, on est plus sur de la narration interne voire externe. On est plus sur de la narration interne quand même, je pense. Hein. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de stats, mais globalement, je pense qu'on est plus sur de la narration interne. La narration omnisciente, je pense que ça se faisait beaucoup dans les romans, voilà, un peu d'une autre époque, je dirais 19e siècle, des choses comme ça. Par contre, ça peut être encore utile aujourd'hui, hein, c'est pas quelque chose à jeter à la poubelle, ça peut être... Mais en fait, il faut que ça soit vraiment manié avec conscience et avec justesse, et que ça soit pas juste par défaut pour pouvoir se permettre de raconter, de pouvoir se balader comme on veut, etc. En fait, ça va être vraiment utile pour créer un certain recul, une certaine ironie, par exemple, ou pour poser de grandes idées, ou alors pour manier, vous savez, il y a des histoires un peu de destin croisé. Je trouve que la narration omnisciente, elle est bien pour ça. Par contre, les risques de cette narration omnisciente, ça va être une certaine déconnexion émotionnelle, vous voyez, comparé à ce qu'on va voir après, la narration interne, où on est au plus près des ressentis d'un personnage. Ça peut être des fois un petit peu déconnecté, et ça peut avoir, comme je vous disais, par rapport à une enquête policière, ça peut perdre son intérêt selon l'intrigue, le genre d'intrigue que vous voulez écrire. Ça peut être quelque chose de très peu pertinent. Ça dépend ce que vous voulez écrire, mais vous voyez, typiquement dans une enquête policière, je suis pas sûre que ça soit le meilleur choix pour vous. En fait, si vous voulez, ça va peut-être le risque, ça dépend comment vous le dosez et comment vous le gérez, mais ça peut être le risque, ça peut être justement d'éteindre un peu une certaine tension narrative. Un deuxième point de vue qui, du coup, je vous disais, est peut-être le plus utilisé de notre temps aujourd'hui, dans les romans un peu plus contemporains, c'est la narration interne. Parce que là, on va vraiment se mettre dans la peau d'un personnage en particulier, et qui dit narration interne dit pas forcément ne rester que dans les baskets d'un personnage. On peut faire de la narration interne comme on le voit par exemple dans du young adulte, des fois ça, enfin pas forcément que dans du young adulte, mais là je pense par exemple à de la dystopie young adulte où on va faire un chapitre, un personnage, et etc. ou même dans la fantasy d'ailleurs. Mais par contre il faut vraiment rester dans la peau d'un seul personnage et pas faire un saut de puce quand ça nous arrange. Et en fait dans la narration interne on va vraiment voir le monde à travers les yeux d'un personnage bien précis. On va voir le monde à travers
ses yeux, on va ne savoir que ce qu'il sait lui, mais on va aussi ignorer ce qu'il ignore. Donc c'est une narration qui est super utile pour apporter une certaine immersion du lecteur. Je trouve que pour la tension narrative, justement, c'est très intéressant pour créer l'effet de surprise, justement, parce qu'on ne sait que ce que c'est votre personnage. Donc pour un plot twist, une révélation, je trouve que c'est super, en fait, comme narration. Et ça peut être très utile pour des romans où on va être beaucoup dans l'évolution psychologique d'un personnage, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait je parlais un peu de fantasy, science-fiction et tout ça. Au final, même dans des romances contemporaines ou dans des romans feel-good, des choses comme ça, on est beaucoup plus des fois sur la psychologie, enfin on est de façon globale dans la psychologie des personnages, mais il y a des romans qui sont beaucoup plus axés là-dessus, et là la première personne c'est l'idéal quoi. Par contre les risques, ça peut être justement de s'enfermer dans une narration un peu monotone, selon comment c'est dosé, encore une fois. Ça peut être aussi des fois d'avoir des biais qui sont non maîtrisés, ou vu qu'on écrit au jeu, est-ce que des fois c'est pas l'auteur qui va parler à la place du personnage, vous voyez un petit peu cette ambiguïté qu'il peut y avoir quand on écrit, contrairement à un texte écrit à la troisième personne par exemple. Et pour moi le plus gros challenge, parce que vous voyez pour le moment je suis sur un projet d'écriture à la première personne, le prochain je pense qu'il sera à la troisième personne, c'est les limites de ce qu'on peut donner comme information sans tricher en fait. Parce que comment, quand on écrit du point de vue de Charlotte, comment transmettre une information sur Pierre à côté alors qu'on est censé être dans la tête de Charlotte, vous voyez? Donc après ça demande justement de trouver des subterfuges qui restent cohérents, qui sont pas non plus dans l'infodumping, ou vous voyez, c'est vraiment tout un équilibre à trouver. Et moi les limites de ce point de vue, il est surtout là, et moi c'était un de mes plus gros challenges, un gros challenge sur l'écriture de mon roman actuel. Bon, je suis désolée, il y a des travaux à côté, ils ont décidé de construire une maison juste à côté de chez moi et ça va durer à mon avis des mois, j'espère que vous l'entendrez pas trop, et on va continuer sur le point de vue externe. Le point de vue externe, pour moi, je pense que c'est le plus difficile et j'arrive pas à me le représenter dans certains romans. Je suis pas sûre d'en avoir lu beaucoup et je pense que ça demande une certaine maîtrise dans l'écriture un peu plus descriptive. Parce que c'est un point de vue en fait qui donne accès à zéro pensée. C'est-à-dire que vraiment on est extérieur, on ne sait pas ce que voient, ce que pensent vos personnages, contrairement à un point de vue interne ou omniscient. Et donc on va devoir raconter une histoire qu'à travers l'action, les comportements, les gestes. C'est une narration en fait assez neutre. Par contre, ça peut être utile pour créer du mystère, donc je me dis peut-être que pour un policier, ça peut être intéressant. Ça peut aussi générer des scènes très tendues où en fait ça va être le langage non-verbal qui prime, ou pour créer peut-être un effet de style très précis. Ça dépend des genres, je suis pas sûre que c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est utilisé beaucoup, surtout de nos jours, parce que les risques pour moi c'est d'avoir un récit plutôt froid, distant, opaque et qui laisse beaucoup plus libre cours à la surinterprétation. Donc après tout dépend ce que vous voulez faire de votre histoire, de votre récit. Je pense que pour certains thèmes particuliers, pour certains genres en particulier, pour rendre un effet, par exemple je sais pas si vous voulez écrire un livre sur un psychopathe froid et distant, peut-être qu'une narration externe peut être intéressante. Why not? Voilà. C'est peut-être pas le point de vue que je vous conseille le plus, sauf cas spécifique. Et donc maintenant qu'on a vu un peu plus en détail ces trois points de vue, j'avais envie de vous parler du coup d'un problème que je vois beaucoup en bêta lecture, comme je vous disais, qui est ce glissement un petit peu incontrôlé d'un point de vue à un autre, qui souvent est très inconscient, et comme je vous disais, ça peut être subtil, ça peut se jouer sur quelques mots. Et encore une fois, je dis pas que vous pouvez pas vous autoriser à changer de point de vue. Bon, on parle pas de... Ouais, quoique ça peut se faire aussi, hein, de passer à la première, à la troisième personne, selon d'un chapitre à un autre. J'ai déjà vu un roman avec le prologue écrit à la première personne et le reste à la troisième personne. Selon ce que vous voulez faire, voilà, pourquoi pas. Mais globalement, comme je vous disais, en fait, c'est un accord tacite avec le lecteur, où vous allez dire à votre lecteur ou votre lectrice, bon, voilà, mon histoire, elle va s'écrire à la première personne, et ce sera de la narration interne. Voilà. Et je n'en bouge pas. Par contre, voilà, comme je disais, qui dit narration interne ne veut pas dire ne pas changer de point de vue de personnage. Et en fait, voilà, à partir du moment où vous brisez un peu cette promesse, c'est là où vous allez créer de la confusion chez vos lecteurs. Si par exemple, vous écrivez à la troisième personne en narration interne, et vous écrivez Julie, je sais pas, on va écrire au passé. Julie vit que Paul mentait. Paul sentit son cœur se serrer. Il le savait, elle ment. Elle mentait. Voilà, parce qu'on écrit au présent, au passé.
Là, en fait, vous voyez que dans cette phrase, alors j'ai essayé de j'ai brodé, hein, donc j'espère que je suis pas trop incohérente dans la construction, mais là, vous voyez qu'en fait, on part déjà sur le point de vue de Marie, puis d'un coup, on est dans les sensations de Paul, qui a son cœur qui se serre, et ensuite, elle sait. Enfin, elle savait. Donc on repasse, en fait, on est du coup, on part de Marie, puis ensuite on bascule sur Paul, et ensuite Paul, il est visiblement au courant de ce que ressent Marie. Enfin, Marie, Julie. Bref, voilà. Je m'en mêle les pinceaux. Mais vous voyez, en fait, des fois, ça peut être très subtil. Et comme je vous disais, je vous donnais l'exemple d'un roman où, en fait, d'un coup, on est dans la tête du garde, et puis d'un garde qui va dans la chambre du roi, qui annonce une nouvelle au roi. Et du coup, après, le garde sort, et puis après, on est avec le roi. Alors que techniquement, on était censé suivre le garde. Le changement de point de vue, il peut se faire. Je dis pas que c'est interdit. Si vous écrivez par exemple, je sais pas, la troisième personne, je pense que là où il y a le plus de risques et là où je l'ai plus souvent vu en bêta lecture, c'est quand vous écrivez à la troisième personne en narration interne. Ça veut dire que vous écrivez d'un coup il ou elle et vous êtes censé être dans la tête d'un personnage. Et sauf que des fois vous voulez donner l'information d'un personnage extérieur, donc la difficulté que je vous disais sur la narration interne, c'est des fois on veut révéler des informations, sauf que techniquement on est censé être dans la tête de Julie, donc les révélations sur Paul, on n'est pas censé les savoir, à part si Paul les transmet à Julie, ou si Julie déduit des choses du comportement de Paul, voilà. Mais par contre, vous pouvez basculer d'un point de vue à un autre, soit en changeant de chapitre et éventuellement en le précisant, et encore, en général, le plus courant c'est de le préciser, je crois que j'ai déjà vu des auteurs ou des autrices le faire avec tellement de brio qu'ils n'avaient pas besoin de préciser qu'on changeait de point de vue, tellement en fait dans la plume on sentait qu'on passait dans la tête d'un autre personnage. Je pense à Christelle Dabos, je suis pas sûre, hein. Peut-être qu'elle a précisé les noms, je suis pas. Mais en tout cas, je me rappelle que dans la Passe miroir, elle pouvait, tout est écrit du point de vue d'Ophélie, et de temps en temps, dans certains tomes, on passait des fois sur un chapitre écrit du point de vue de Thorne, ou de la fille de sa tante. Victoria, non je sais plus le prénom. Mais voilà, il y a quelques chapitres et en fait c'est tellement bien écrit qu'on sait tout de suite qu'on est du point de vue de Thorne. Elle aurait même pas besoin de le préciser, qu'on sait que... Je trouve ça incroyable, moi ça m'a beaucoup inspirée en tant qu'autrice et du coup je me suis prêtée un peu à l'exercice sur mon roman actuel. Mais on peut en fait changer de point de vue, soit dans un changement de chapitre, soit aussi dans le même chapitre, mais il faut le marquer clairement. Il faut au moins sauter une ligne, voire le démarquer des fois avec des petits symboles, vous voyez les petites étoiles qu'on met, ou alors vous pouvez le préciser, mettre le nom du personnage, mais il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair parce que sinon on va avoir l'impression de nous trimballer un coup dans la tête de Paul, un coup dans la tête de Jacques. Voilà, il faut aussi... Et c'est ça en fait ce sentiment de confusion et ce sentiment qu'on brise un certain pacte. C'est quand en fait on se promène à droite à gauche comme ça sans prévenir alors que techniquement c'est pas censé se passer. Et donc les conseils que je peux vous partager pour gérer au mieux votre choix de point de vue dans votre roman, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est scène par scène, voire chapitre par chapitre, de décider qui est le personnage point de vue. Parce que vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez en avoir qu'un tout au long de votre histoire, mais des fois vous avez envie de vous promener un peu même en narration interne. Mais à chaque scène, je parle de saut à la ligne. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre retour à la ligne où juste vous passez au paragraphe suivant et saut à la ligne où vous allez laisser un blanc. À partir du moment où vous laissez un blanc, vous pouvez choisir de passer à un autre point de vue. Voilà, faut que ça soit quand même assez clair pour le lecteur. Mais en tout cas, par scène ou par chapitre, décidez de quel point de vue vous allez être. Parce que du coup, une scène, pour moi, c'est une unité de temps, de lieu, mais aussi de narration, de personnage. Et il faut vraiment que vous ayez en tête que là, par scène, vous avez un point de vue et pas deux. Ensuite, il faut être cohérent avec le niveau d'accès aux informations. Si vous êtes en narration interne, là, vous pouvez y aller à fond, vous pouvez y aller dans les ressentis, les sensations, les 5 sens, les pensées. Vous avez accès à tout de votre personnage depuis lequel vous écrivez. À l'inverse, si vous êtes sur de la narration externe, là, par contre, vous avez accès à moins d'informations. Il faut, en fait, rester distant et on peut pas se permettre d'y mettre un certain niveau d'intimité, en fait. Et ensuite, utiliser ce point de vue pour organiser la gestion d'informations auprès de vos lecteurs. Décidez de quel point, décidez de quel point de vue vous allez choisir et décidez ce que le lecteur
lecteur peut savoir ou doit savoir à quel moment de l'histoire. Et ça dépend du point de vue, parce que si vous êtes sur un point de vue omniscient, techniquement votre lecteur il peut tout savoir. C'est-à-dire que même s'il est avec Jacques dans la cuisine, il peut savoir ce qui se passe avec Ophélie dans le jardin, parce on peut tout savoir. Si vous êtes d'un point de vue interne et que vous êtes dans la cuisine avec Jacques, vous pouvez pas savoir ce qui se passe avec Ophélie dans le jardin. Et en fait, le choix du point de vue, pour moi, c'est vraiment le choix numéro 1 pour gérer le suspense, pour créer de l'ironie dramatique et gérer justement les fameuses révélations, les plot twists. Je trouve par exemple que la narration interne, c'est génial pour les romans où on est sur le narrateur non fiable. Vous voyez ces fameux romans où en fait on a même un narrateur qui est capable des fois de s'auto-persuader de certaines choses, de se mentir à lui-même, de mentir au lecteur. Et du coup, quand le lecteur par l'extérieur quand on parle, je pense par exemple à Yellowface. Je vais vous citer Rebecca Kuang à chaque fois. Yellowface de Rebecca Kuang, on est, je sais plus, si on, de toute façon si on est sur de la narration interne. On est vraiment dans la tête de Juniper, qui est un narrateur non fiable, parce que c'est quelqu'un en fait qui vole le travail de sa meilleure amie, qui s'auto-persuade qu'elle le fait pour le bien commun, et du coup on la voit se mentir à elle-même en permanence, de se convaincre que ce qu'elle fait c'est bien, et nous en tant que lecteur on est là, on fait mais tu fais de la merde, on le sait, tu le sais, on se sait. Et ça crée justement cette espèce d'ironie dramatique qui est méga intéressante, qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir si on était en narration externe, voire peut-être omnisciente, je sais pas. Donc le point de vue, vraiment le choix du point de vue est méga important. Et aussi, je trouve que si vous êtes en narration interne, amusez-vous à ce que vos personnages aient une voix, quand je vous parlais de Christelle Labos, et une voix qui leur est propre, et donc ça demande déjà avoir des personnages très bien caractérisés, et vu que c'est eux qui racontent l'histoire, il faut que ça se sente dans l'écriture, dans la plume. C'est-à-dire que si vous avez une Julie qui est exubérante, qui jure beaucoup, qui est très grossière, et que ensuite vous avez un Paul qui est beaucoup plus timide et introverti, quand vous écrivez des chapitres du point de vue de Julie, il faut que ça se sente dans la plume, et quand vous passez du point de vue de Paul, il faut sentir la différence dans le discours interne, dans la plume. Et c'est ça aussi qui est intéressant, moi je trouve, dans la narration interne, c'est qu'on peut s'amuser à créer des voix différentes. Et quand je vous parlais de Christelle Labos, et ça se sent en fait dans la plume, toute l'histoire est écrite du point de vue d'Ophélie, mais dès qu'on passe par exemple du point de vue de Thorne, elle a pas besoin de le préciser, on sait que c'est Thorne qui parle tellement c'est bien caractérisé, c'est un de ses points forts à cette autrice, c'est elle a des personnages très bien caractérisés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la question des gestions de points de vue. J'espère que je suis assez claire sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, si ça soulève des interrogations, s'il y a des choses que j'ai dit qui sont pas très claires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, en fait, si vous voulez choisir son point de vue, c'est choisir ce que vos lecteurs et vos lectrices vont ressentir en lisant votre histoire. Parce que vous n'êtes pas juste là pour raconter une histoire, vous êtes là aussi pour la faire vivre et l'incarner au fur et à mesure de vos chapitres. Et pour moi, le point de vue, c'est la porte d'entrée vers votre récit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, j'ai fait le tour. Écoutez, dans tous les cas, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Salut!